Bienvenue dans Les Experts, l'émission qui décortique et qui croque l'actualité bruxelloise avec nous en plateau cette semaine. Caroline Séguesser, bonjour. Vous êtes nouvelle dans l'équipe des Experts, bienvenue. On espère que vous allez vous plaire parmi nous. Vous êtes historienne et chercheuse au CRISP. Et puis Philippe Lawson va vous épauler. C'est un habitué de la maison. Vous êtes rédacteur en chef du Elle Post, journal en ligne. La première actualité que j'épingle pour vous cette semaine, elle nous a tous fait plaisir. On a pu tomber le masque, la Belgique passait en côte jaune, on pouvait librement aller faire ses courses, faire du sport, travailler. Petit reportage de Béatrice Broutou et Thomas Dufrane. Certains le portent encore, d'autres l'ont laissé tomber. Dans les rayons de cette grande surface, la majorité des clients respirent aujourd'hui à l'air libre. Une première après 20 mois qui donne le sourire à certains clients et désormais un sourire qui se voit. Pas que j'étais ennuyé, mais c'est même plus agréable de ne pas le devoir emporter. Ça change beaucoup quand on porte les lunettes. D'autres jouent la prudence, c'est aussi une question d'habitude. L'épidémie de Covid n'est pas tout à fait terminée, je préfère être prudent et surtout ne pas contaminer éventuellement les autres. C'est parce que j'ai pas encore pris l'habitude qu'on pouvait le retirer. Voilà pour les clients. Quant aux collaborateurs, ils le portaient toute la journée. Pour certains, il n'y a qu'un mot aux lèvres. Une libération incroyable. Pourquoi ? Parce que c'était très étouffant, les gens ne comprenaient plus, donc on ne savait plus communiquer avec les clients. Autre endroit où les sourires sont sortis, cette salle de sport du quartier Louise. Il n'y a plus de masque, mais surtout, le Covid Safety Kit n'est plus obligatoire. On s'attend à une rehausse des fréquentations d'à peu près entre 10 et 20%. Et également, on espère, on a déjà vu la différence vendredi à l'annonce. On a eu une journée qui était vraiment bien, où des gens sont venus prendre des abonnements. Donc on espère vraiment que ça va motiver les gens à revenir sans ces contraintes. Qui de vous a eu du mal à s'habituer à enlever le masque, à ressortir comme dans le monde d'avant, Philippe Lawson? Du mal à l'enlever? Non, facilement, parce que c'était, comme l'a dit une de vos invitées, hein, c'est une libération, parce que ça fait pratiquement 2 ans qu'on a le Covid, et puis le masque, à un moment donné, ça devenait insupportable. Et puis bon, surtout moi je crois que pour les enfants à l'école, par exemple, c'était quelque chose d'assez difficile pour les enfants de voir, vous savez, quand on parle, parfois, on comprend ce que la personne dit en voyant ses lèvres. À l'école, c'était plus possible. Donc, quelque part, je crois que cette décision, tout le monde l'attendait avec impatience. Et que c'est arrivé et que pour les gens, pour la population, c'est une vraie libération. Qu'on ne s'y trompe pas, c'est pas la fin des conséquences de la crise Covid. Du Covid. C'est pas la fin des conséquences du Covid. Mais je crois que quelque part, le Covid, aujourd'hui, quand on voit l'évolution des chiffres, on voit quand même que la contamination n'est plus aussi grave qu'avant et que maintenant aussi la vaccination a fait son effet et que maintenant on peut dire que l'immunité collective est présente quelque part. Caroline Séguesser, vous y croyez, vous, à l'immunité collective ? On peut l'espérer, mais je crois que ce qu'on ne sait pas, Philippe, c'est s'agit-il d'une pause ? Ou s'agit-il vraiment de la fin de l'épidémie ? Et c'est vrai que quand on voit le plaisir qu'on a à revivre comme avant, sans masque, et comme tu le dis très bien, surtout en milieu scolaire, surtout les travailleurs qui devaient porter le masque toute la journée, parce que mon Dieu, au supermarché, c'était pas bien lourd. Quand on voit la joie avec laquelle on a abandonné tout ça, la rapidité avec laquelle finalement on vit aujourd'hui comme si le Covid était terminé, je crois que si nous avons à l'automne une mauvaise nouvelle sur le front de la pandémie, on aura bien des difficultés à se réhabituer à ces gestes barrières, à ce port du masque. Ça risque d'être compliqué si on doit repasser par là. Il faut juste garder la prudence. C'est pas cette libération, on ne veut pas dire qu'il faut tout faire. Il faut garder certains gestes comme se laver les mains, essayer d'être prudent dans la vie quotidienne. Donc il faut garder certaines habitudes. Allez, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités. Ils sont parlementaires tous les deux. Lui est chef de groupe à la Chambre. Il est écolo, c'est Gilles Vandenburg. Elle est CDH, députée bruxelloise, Véronique Lefranc. On leur souhaite de rentrer tout de suite. Voilà, asseyez-vous, oui, prenez place. Bienvenue dans le studio des experts sur le plateau de BX1. Ça a été difficile pour vous de vous habituer à retirer le masque? Vous vous dites, peut-être comme certains, c'est fini pour de bon? Ou vous restez, comme nos experts, plutôt prudents, Véronique Lefranc? Honnêtement, c'est d'abord un réel soulagement, un goût de liberté retrouvée. Et donc effectivement, parfois il m'arrive encore de me retrouver avec le masque et de me dire « Ah mais est-ce que je dois le mettre ou je ne dois pas le mettre ?» Il y a encore des réflexes qui restent, c'est vrai que 2 ans c'est quand même pas mal.
Oui, je pense qu'effectivement, on est dans une période maintenant de soulagement collectif, de se dire on peut revenir à une certaine vie sociale et on peut effectivement, moi je le vois, tout redémarre comme avant et une adaptation assez rapide finalement d'un retour à la normale. Maintenant, il faut rester prudent. Je pense qu'il faut rester prudent. Quand j'entends la presse française parler d'une 6e vague, on est en train juste de... Voilà, c'est pas de ça qu'on a besoin d'entendre, mais ça peut être inquiétant. Et puis surtout, tirer des leçons de la gestion qui a été faite et voir de quelle manière, au mieux, tenir compte des recommandations. Et puis, on sait que le groupe d'experts a été dissous. J'entends, je l'espère, que l'on va garder des liens avec le groupe d'experts et pouvoir, si le cas échéant, je ne le souhaite pas, se retrouver devant une autre crise sanitaire, de pouvoir y répondre décemment. Gilles Van den Burg, on est conscient dans les sphères gouvernementales qu'il faut quand même rester prudent. Les citoyens, ils font la fête, c'est leur droit, mais est-ce que les responsables, eux, ont déjà tiré toutes les leçons d'ailleurs de ces 2 ans de crise, presque jour pour jour aujourd'hui? Mais je pense qu'effectivement, d'abord, on est quand même tous contents, je pense, de pouvoir reprendre petit à petit une vie plus normale comme avant, que ce soit les contacts sociaux, que ce soit même les masques, voir les sourires, il n'y a rien à faire, c'est quand même agréable, surtout qu'en plus la météo suit un petit peu, donc voilà, c'est quand même agréable. Maintenant, évidemment, c'est clair que je vois le titre du débat ici sur l'écran, c'est « Covid fini pour de bon ». Mais on sait bien que malheureusement non. Et donc oui, il faut être prudent. Hier, jeudi dernier, en plénière à la Chambre, on a voté l'abrogation de la pandémie. Donc c'était quand même un moment qui nous, on trouvait vraiment important. Elle a été mise en place il y a 1 an et demi. On l'avait prolongée et on a dit pas un jour de trop. On a toujours dit depuis le début, il n'y aura pas un jour de trop, que ce soit pour le CST, que ce soit pour la loi pandémique, que ce soit pour toutes ces mesures restrictives. Dès qu'on a le signal qu'on peut l'arrêter... On est prêt à repartir avec une autre loi pandémique si à un moment donné ça va... Non, donc elle est abrogée depuis hier. Évidemment, mais effectivement, le dispositif législatif existe et effectivement, il y a maintenant un système qui existe et quand les chiffres sont de nouveau ceux d'une pandémie et qui repartira à la hausse, ce que personne ne souhaite évidemment, mais il faut pouvoir être prêt, il faut pouvoir tirer les leçons effectivement de ce qui a été fait. Et donc, les gouvernants, pour répondre à votre question, en sont évidemment, l'ensemble de nos gouvernements en sont parfaitement conscients. On a posé la question dans l'émission que j'ai le plaisir d'animer le mercredi, Versus. On s'est demandé quelles étaient les leçons de la pandémie. On avait invité 2 médecins, notamment un médecin généraliste et un professeur de santé publique. Qu'a-t-on appris en 2 ans de pandémie ? Écoutez ce qu'ils nous ont dit. On a dû changer de paradigme et c'est pas du tout naturel chez nous. C'est-à-dire que comme on n'avait aucun moyen de protection, absolument rien, on a dû dire aux patients de ne pas venir, donc d'inventer la téléconsultation, en l'occurrence la consultation par téléphone. Nous, les leçons, on les a apprises la dure, certains dans notre chair, il y en a qui sont restés même. Donc là, les leçons, on les a, et maintenant, il va falloir les structurer. Mais du côté politique, bien sûr, au début, les pouvoirs publics en santé étaient quasiment absents. On peut dire, même à l'échelle de ce qui se fait maintenant, on peut dire qu'ils étaient absents. On a avancé sur les stratégies de prévention grâce à la vaccination, on a avancé sur l'hygiène individuelle et collective, avec le port du masque, l'hygiène des mains, etc. On a avancé sur les ventilations, donc sur les environnements des espaces publics, et puis on avance aussi sur le traitement et l'amélioration de la prise en charge thérapeutique. Donc oui, on avance quasi sur toutes les composantes, je dirais, de la chaîne de transmission, et c'est ce qui fait que l'épidémie est maintenant sous contrôle, entre guillemets. Gilles Van den Burg, on a des médecins qui nous disent qu'ils ont été oubliés par le monde politique. Vous pouvez leur garantir que ça n'arrivera plus, que s'il y a une 6e vague, s'il y a une nouvelle pandémie, quelle qu'elle soit, aujourd'hui, on arrivera à leur répondre plus vite qu'on ne l'a fait il y a 2 ans? Oui, évidemment, il faut reconnaître qu'effectivement, au début de la pandémie, l'État fédéral, mais dans l'ensemble de ses composantes, était assez démuni, comme beaucoup d'ailleurs d'États européen ou au niveau international. Je pense que personne n'était prêt à une telle vague. Aujourd'hui, non seulement il y a des processus, des procédures, des cadres législatifs qui sont en place, et alors surtout, et c'est là-dessus je pense qu'il faut tirer des leçons structurelles, un réinvestissement dans nos soins de santé, dans la première ligne, dans la revalorisation des métiers comme les infirmières. C'est 1,5 milliard par an qui ont été mis au niveau fédéral, je dirais en plus de la norme santé. Mais il faut continuer, ça doit être structurel, là c'est pour 4 ans. Et je pense que là, il faut vraiment tenir les leçons du passé. Et à certains moments, on a désinvesti
dans nos systèmes de santé. Il faut pouvoir le dire et le reconnaître. Et je pense que ce type d'erreur-là, il ne faut non seulement plus jamais les faire, mais continuer l'effort d'investir dans les hommes et les femmes qui travaillent dans ces secteurs-là, mais aussi dans les infrastructures. Véronique Lefranc, à Bruxelles, il y a une commission d'enquête parlementaire, comme au fédéral, mais voilà, qui a remis des conclusions. C'était parfois assez critique par rapport à l'action gouvernementale. Oui, bon, maintenant en reconnaissant que c'est une crise qui a bouleversé, c'est un réel tsunami pour une société, pour le monde. Et donc, il y a eu des erreurs du passé, ça s'est vu même par les soutiens qui ont été apportés aux entreprises. Et puis, bon, surtout, parfois les médecins sont trouvés totalement isolés, ne pas savoir ce qu'ils vont faire, et puis changer de paradigme. Comme le dit le médecin, il vous dit, du jour au lendemain, je commence à faire mes consultations virtuelles. Donc, c'est effectivement un bouleversement énorme dans une société où on a dû s'adapter, et certaines erreurs ont été commises au début. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a certaines conclusions et certaines recommandations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut veiller à tirer des leçons de ce qui s'est passé et suivre toute une série de recommandations. Il faut réinvestir dans le secteur de la santé, ça tout le monde le dit. Et puis, il faut surtout se dire que cette crise n'a pas été que sanitaire. C'est une crise qui a été multiple. C'est une crise, on a bien vu, qu'elle a exacerbé les inégalités. C'est une crise qui a vu des explosions dans les chiffres de violences conjugales, qui a isolé nos aînés. C'est une crise qui finalement a poussé tout un chacun à ses propres limites. Et donc, aujourd'hui, nous sommes face à des questions d'ordre structurel qu'il faut savoir mettre en place. On parle souvent de la santé mentale, des dégâts, peu de champs. Aujourd'hui, ça va évaluer les dégâts de la pandémie. Il nous faudra encore observer pendant 1 ou 2 ans et de savoir réellement ce qui est mis en place pour pouvoir répondre aux effets de cette pandémie. Caroline Séguesser, vous, pendant le pic, le premier pic, la première vague, vous avez souvent, notamment sur les réseaux sociaux, pointé l'incohérence des mesures, la désorganisation à l'échelle européenne, les pays qui fermaient leurs frontières. C'est quelque chose qui pourrait se reproduire. Ça vous inquiète comme observatrice parfois engagée, je vais dire? Oui, disons qu'il y a eu des aspects très positifs dans la gestion de la crise, et il faut le reconnaître. Par exemple, on a mené une campagne de vaccination qui a été un grand succès. On a développé des mesures prophylactiques. Effectivement, il y a d'autres choses qui ont un peu moins bien fonctionné. Il y a toute cette question des soins de santé qu'on avait désinvestis. Il faut espérer qu'on réinvestisse. Mais effectivement, sur le plan plus critique, je trouve que dans les mesures qui ont été imposées aux citoyens, qui ont régulé leur comportement, je dirais qu'il y a 2 choses qui m'ont dérangé. La première, c'est que j'ai eu l'impression qu'on gérait la crise en prenant plutôt un modèle de famille de la classe moyenne à qui on allait appliquer les mesures. On n'a pas suffisamment tenu compte de la situation, je crois, de publics plus défavorisés. Et puis, c'est vrai qu'on a manqué de stabilité. Moi, je comparais souvent avec les mesures qui étaient prises en Suisse. Et en Suisse, elles étaient plus durables. On est aussi dans un État fédéral, mais on a changé moins souvent. Je crois qu'on a eu plus de 3 douzaines d'arrêtés ministériels successifs qui ont adapté les mesures. Il faut que les citoyens puissent connaître la loi afin de la respecter. Donc là, je crois qu'on a un peu manqué de cohérence, de stabilité. Et puis, bon, là, je crois que tout le monde le dit, la façon de communiquer les mesures n'a pas été optimale. Mais encore une fois, bon, c'est une situation inédite à laquelle on a été confronté. Je ne veux pas jeter la pierre ni donner l'impression que je l'ai fait systématiquement. Mais c'est vrai que là, ce sont 2 aspects, je pense, qu'on devrait songer à améliorer si, malheureusement, une nouvelle crise nous atteint ou si cette crise rebondit à l'automne prochain. Philippe Lawson. Oui, on disait tout à l'heure que la crise, elle n'est pas que sanitaire, elle était aussi économique. Et là, moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'on voyait des mesures pour aider les entreprises étaient différentes en fonction des régions. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé parce que l'impact de la crise, les entreprises l'ont subi de la même façon qu'on soit au nord du pays, ou dans le sud ou à Bruxelles. Mais les aides, par exemple, en Flandre, c'était plus important, alors qu'à Bruxelles et à Wallonie, ça allait moins. Et donc, je ne sais pas si au niveau politique, on a pris conscience de ça et qu'on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Véronique Lefranc et puis Gilles Van Den Burg, sur cette Oui, question précise, la différence des aides. Vous avez tout à fait raison. D'abord, il faut savoir que, comme je vous le dis, tout ça a pris tout le monde de court. Donc moi, je n'avais pas envie de faire de procès d'intention à qui que ce soit. Mais au début, les aides économiques, c'était des primes uniques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première était de 4 000. Puis la deuxième, c'est venu, elle était de 2 000. Et puis, au fur et à mesure, avec les différentes commissions, mais aussi avec une prise de connaissance en se disant, mais non, ça ne va pas durer que 3 mois. Quand on a compris que c'était parti pour des mois, alors le regard a changé et c'est vrai que c'était proportionnellement au chiffre de la perte de chiffre d'affaires et ce qui s'ensuit, et se sont posées plein d'autres questions qui fragilisaient les chefs d'entreprise et les entrepreneurs. Maintenant, je pense que nous avons assez d'éléments que si demain nous devrions être confrontés à une autre crise, on est dans un dispositif qui a complètement évolué et qui peut effectivement soutenir des entreprises. Mais
la différence entre les régions. Vous n'empêcherez pas un chef d'entreprise de se dire si j'avais su, j'aurais été domicilié en Flandre. Est-ce que c'est pas propre à un État fédéral? C'est pas anormal à partir du moment où on a 3 ministres de l'économie différents, que ils aient des stratégies différentes. Gilles Van den Burg, c'est le propre du fédéralisme. Non, on pourrait faire longtemps là-dessus. Mais du côté de Véronique Lefranc, on n'est pas d'accord. Mais oui, je pense que c'est le propre de l'État fédéral. Alors, il y a plusieurs choses. La compétence, effectivement, de soutien et de subside économique, elle est régionale en Belgique, c'est un fait. Donc, effectivement, il y a des politiques qui peuvent être différentes. Maintenant, ici, la volonté d'aider était la même. Moi, je ne pense pas que la Flandre ou souhaitait plus aider les entreprises que Bruxelles ou Wallonie. Ça, je ne crois pas. Il y a des réalités budgétaires, il y a des réalités de taille. Bruxelles a moins aidé en termes de primes brutes, mais en termes de pourcentage de son budget total, a fait un effort bien plus important que la Wallonie ou la Flandre. Donc, moi, j'entends, et quand je discute avec des entrepreneurs et un responsable d'Oreca, un qui habite à Woluwe-Saint-Pierre et l'autre qui habite à Krenem, c'est-à-dire à une rue l'un de l'autre, et qu'ils ont des primes différentes, évidemment, personne ne peut leur expliquer cette réalité-là. Ceci étant dit, j'aimerais quand même aussi mettre en avant la politique de soutien global qui a été mise en place. Parce que ce qui a beaucoup aidé les entrepreneurs et les entrepreneuses, c'est aussi le droit passerelle qui a été mis au niveau fédéral. C'est presque 2 milliards par an, la première année de confinement, qui ont été déboursés. Et je m'en félicite, il fallait le faire. Et ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est comme la Belgique, par rapport à ses pays voisins, a été un des pays qui a aidé le plus, avec le droit passerelle principalement, mais aussi le chômage économique pour les employés. Eh bien, on voit aussi que ça a permis, fin d'année dernière, début de cette année-ci, bon, maintenant il y a malheureusement d'autres crises qui se superposent, ça a permis un rebond aussi, un redéploiement économique assez important qu'on a moins connu dans d'autres pays voisins parce que justement la protection sociale du monde économique et des employés, et donc des personnes, a été très forte. Mais de nouveau, je m'en félicite, il fallait le faire. Alors, il nous reste 40 minutes, on avance dans les sujets, mais voilà, une crise en chasse une autre, et les premiers réfugiés ukrainiens sont arrivés à Bruxelles. Un centre de tri, si l'on peut dire, a été inauguré. C'était à l'ancien hôpital Bordet. On retrouve Thomas Dufresne qui allait y faire un reportage. C'était avec Marjorie Fellinger, parole d'Ukrainien, cette semaine. C'était sur BX1. Ils s'appellent Vadim, Maria ou encore Igor. Ils sont des centaines, peut-être des milliers depuis le petit matin. Une file longe le bâtiment par la droite, principalement des hommes, et une deuxième par la gauche, des familles. Nathalie a été journaliste à Kiev. Au début des bombardements, elle quitte sa ville, direction la Roumanie. My husband take me and my children and we cross the border without him. Because it is not possible to cross the border for the men. So then I stay here in Romanian family for a few days and then decide to move to Belgium. Un voyage de plusieurs jours en train, en voiture notamment, et une arrivée en Belgique. Il y a de la famille éloignée ici à Bruxelles. C'est d'ailleurs le cas pour de nombreux Ukrainiens ici aujourd'hui. Yulia, par exemple, arrivée depuis la Pologne, 15 heures de train. There were people coming like a group, and we were traveling together, supporting each other on the way because all people were scared and it's not easy to accept what is happening in our country now. Chacun arrive avec son histoire, certains ont eu plus de chance que d'autres. Vasil était en voyage en Belgique quand la guerre a éclaté. Il rendait visite à sa belle famille. Pour le moment, on habite chez mon maman avec mon bon-père, mais après, on va peut-être chercher une autre solution parce qu'elles avaient l'appartement avec une seule chambre. On habite pour le moment au salon, alors c'est comme ça. Mais c'est mieux qu'en Ukraine maintenant. Nombreux croisent aujourd'hui les doigts pour rentrer en Ukraine au plus vite quand la situation se sera calmée, pour retrouver leur famille. Mais nul ne sait combien de temps cela va prendre. Dans un premier temps, ils espèrent être enregistrés au plus vite ici en Belgique. I guess it will be possible to live and to have medicine insurance for us, for children, to have school education for children. Mais la file est encore longue et elle le sera probablement plus encore dans les prochains jours. Et on le confirme, reportage en début de semaine, et puis le flux de réfugiés se poursuit. Ça vous inspire quoi, Philippe Lausson? Mais moi, c'est la tristesse quand je vois ce qui se passe, et puis quelque part une certaine révolte face à un dictateur ou un président autoritaire qui attaque un pays sans raison pratiquement, parce que l'Ukraine n'a rien demandé. Et donc, je crois que l'élan de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine et des Ukrainiens, c'est une bonne chose, surtout au niveau de la part de la population. Mais d'un autre côté, on voit que les discussions diplomatiques, ça n'avance pas. Quelque part, on a l'impression que le président russe s'en fout complètement.
Maintenant, Kiev est complètement encerclé et on attend d'une minute à l'autre, je dirais, une prise totale de la ville. Et donc moi, je ne sais pas si au niveau diplomatique, même si on a eu le sommet de Versailles hier, aujourd'hui, mais je ne vois pas vraiment ce que ça va changer aujourd'hui. Donc c'est... Caroline Segesser, on a déjà vu des guerres se régler par la diplomatie, des conflits vraiment durablement être infléchis par une action pacifique, ou bien on n'en sortira pas autrement que par les armes? Je ne suis vraiment pas experte des conflits armés pour le coup. Mais en fait, toutes les guerres se terminent par une action diplomatique, par la signature d'un traité, tout ou presque, puisque pour la Deuxième Guerre mondiale, ça a été un peu différent. Mais voilà, simplement comme citoyenne, comme femme, comme mère, je pense qu'on doit continuer à jouer la carte diplomatique. Et c'est vrai que je suis d'une part... je trouve que ça fait chaud au cœur de voir cet élan de solidarité qui se manifeste à tout niveau envers les réfugiés, que ce soit au niveau européen avec le déclenchement de cette directive qui permet une protection temporaire, au niveau des pouvoirs publics belges. On a entendu Sami Madi avec des accents prôner effectivement cette solidarité, l'élan des citoyens pour accueillir les Ukrainiens. Donc ça, c'est le côté extrêmement positif. Et puis d'un autre côté, j'ai l'impression tout de même que se développe une attitude, une rhétorique assez hostile à la Russie, davantage qu'à Poutine et à la clique de dirigeants qui l'accompagnent. Donc je crois quand même qu'il faut rester vigilant, que nous ne sommes pas en soutien d'une guerre d'une nation, d'un pays, de l'Ukraine, contre un autre pays, la Russie. On est là pour soutenir la démocratie, la liberté, l'autodétermination des peuples. Et demain, s'il se lève en Russie un mouvement pour renverser le régime de Vladimir Poutine, mais je crois qu'il faudra le soutenir aussi. Il faut être solidaire également des Russes qui vivent sous la dictature. Donc je pense qu'effectivement, il faut être vigilant à cet égard. C'est une équation compliquée. Je me tourne vers les politiques. Ici, on doit éviter que le conflit ne devienne mondial. La menace a été brandie par le Kremlin. Et en même temps, on ne peut pas rester les bras croisés. Alors la réponse belge est la bonne, Véronique Lefranc. On fait ce qu'on peut, on fait tout ce qu'on peut ou pas? En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est à un moment, à un tournant de l'histoire de l'Union européenne. Alors effectivement, hier, il y avait une réunion à Versailles qui a montré qu'il y a une certaine, on va dire une mobilisation des pays européens, une certaine unité, un patriotisme européen qui émerge ces derniers jours. C'est une bonne chose, j'ai envie de dire, de cette crise. Maintenant, par ailleurs, nous avons en face de nous un conflit qui est en train de prendre une ampleur assez inquiétante. On a parlé des centrales nucléaires et tout ce qui s'ensuit. Tout ça est anxiogène. Et puis les images que l'on voit de cette guerre, alors les images d'une guerre, toutes les guerres sont horribles. Et c'est vrai que l'élan de solidarité dont vous parlez... Est-ce que c'est pas juste par rapport à d'autres conflits? C'est quelque chose qui nous revient beaucoup. On a beaucoup de gens qui nous disent on fait aujourd'hui des choses pour les Ukrainiens qu'on aurait dû faire lors de la crise de l'asile en 2015. Brièvement, là-dessus, Véronique Lefranc, et puis je vais entendre Gilles Van de Lure. Moi, je trouve que ce que l'on fait pour les Ukrainiens est nécessaire de le faire, et c'est ce genre de politique migratoire qu'il faut avoir. Mais est-ce que c'est pas juste par rapport à d'autres conflits? Ça, c'est une chose, mais pour moi, c'est important. Donc, si on peut redémarrer, si le secrétaire d'État aurait, dans l'avenir, j'ai envie de dire, une réaction, traitement avec un dispositif qu'il peut déclencher comme celui-ci, je salue dès demain. Maintenant, on peut de toute façon... pour les Afghans, pour les Érythréens, ce qu'on fait aujourd'hui pour les Ukrainiens? Évidemment, il ne faut pas faire de différence entre ceux dans qui les faits, fuient, c'est le cas. Ceux qui fuient une situation de guerre comme celle qu'on connaît aujourd'hui en Ukraine. Il n'y a pas question de faire de différence. D'ailleurs, le secrétaire d'État Madi l'a répété hier, et je m'en félicite, à la Chambre, dans la séance de questions. Ce qui est important aujourd'hui ici, je pense qu'il y a 3 éléments pour je dirais, répondre pour peu que, voilà, au niveau de la Belgique, il faut pouvoir être modeste par rapport à sa taille et son importance dans ce genre de conflit. Mais il y a une chose, c'est la réponse qu'on donne dans le cadre de l'Union européenne, effectivement, qui prend toute sa place. Sanctions économiques, sanctions financières. Ça, c'est ce qu'on peut faire de mieux dans le cadre européen. Il y a aussi, effectivement, le fait qu'on soit membre de l'OTAN qui nous donne certaines obligations. Et alors, je veux aller sur vraiment le thème de l'accueil de ces réfugiés. Je pense que là, par contre, là, au niveau belge, on peut agir. Et on doit réussir cet accueil. Qu'effectivement, dans le passé, sous le gouvernement précédent, le gouvernement MR-NVA, oui, évidemment, on l'a complètement, mais c'était une volonté politique, de ne pas le réussir. Avec le secrétaire d'État Franken, aujourd'hui, il y a une volonté au niveau du gouvernement fédéral de réussir cet accueil. On parle de 200 000 réfugiés qui vont, dans les semaines qui viennent, arriver en Belgique, 200 000 réfugiés ukrainiens. Il faut réussir cet accueil, mais
Par contre, ça doit être totalement collectif. Et donc il faut, c'est ce que nous avons répété hier à Sami Mehdi, il faut qu'il joue le rôle de coordinateur avec tous les niveaux de pouvoir. Parce qu'effectivement, le fédéral seul ne pourra pas y arriver, mais il n'est pas question que le fédéral remette ou pousse, je dirais, la charge ou les financements sur les communes, sur les régions, pour accueillir. Ce qui a été trop souvent le cas dans le passé, il faut aussi pouvoir le reconnaître. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un rôle de coordinateur fort, il y a un rôle de moyens financiers. En ce moment, le gouvernement fédéral discute de moyens financiers pour les CPAS, parce que c'est eux qui vont accueillir en première ligne. Je me réjouis de ce que fait la ville de Bruxelles aussi, d'ouvrir un palais du Heysel pour accueillir. Ça, ce sont des choses, sur le principe, c'est solidarité totale, mais il faut pouvoir maintenant mettre en place l'infrastructure et l'accueil, parce que 200 000 effectivement personnes à accueillir, c'est un travail énorme et il faut que ce soit l'ensemble du pays et de ses institutions qui se mobilisent. Alors, flambée de violence en Ukraine, flambée des prix chez nous, les prix de l'énergie, que ce soit pour remplir la cuve à mazout, faire le plein de carburant dans la voiture, pour payer la facture de gaz. Alors, il y a eu une interview assez intéressante, je trouvais, de Tine van der Straten, c'était cette semaine, face à Fabrice Grosfilet sur BXA. Elle en appelait, écoutez-la, à une réponse européenne. Aujourd'hui aussi que l'Europe a sorti qu'une régulation de prix, c'est possible. Pour nous, ça devrait se faire au niveau européen et c'est aussi une aide qui peut venir en complémentarité. Régulation de prix pour que tout le monde comprenne bien, c'est les Français. Je pense à un système de ce genre-là, c'est-à-dire qu'il y a un plafond que les fournisseurs d'énergie ne peuvent pas dépasser. Oui. C'est-à-dire que les prix sont bloqués. Les prix sont bloqués. On constate aujourd'hui quand même que les marchés sont irrationnels et donc si ceci se passe à la bourse elle est arrêtée. Et donc il faut aussi envisager de telles mesures au niveau européen. Donc les marchés sont en panique et c'est nos consommateurs, c'est nos familles, c'est les ménages belges, c'est aussi les industries. Mais ça veut dire qu'il faudrait bloquer les prix de l'énergie en Europe. Il faut, c'est quelque chose que j'ai amené à la table parmi mes collègues européens et que je retrouve aussi aujourd'hui dans le paquet qui a été présenté par la Commission européenne. Philippe Lawson, je vous ai sucré, alors vous avez la parole si vous voulez cuisiner les invités. Non, mais c'est au niveau sur la question de l'énergie, parce qu'on voit aujourd'hui que la crise, on voit comment elle impacte aujourd'hui les ménages et surtout ceux qui ont une voiture et qui vont travailler avec des voitures. Mais on entendait hier que toutes les décisions, les solutions sont sur la table. Mais on ne comprend pas pourquoi la décision n'est pas prise. Et implicitement, on dit que quelque part autour de la table, c'est parce que Ecolo Groen lie les solutions au fait qu'il faut trouver une solution en même temps sur des questions de l'énergie renouvelable et tout ce qui suit. Pourquoi, alors que c'est le fait de bloquer les choses comme ça impacte les gens, mais pourquoi adopter une position aussi intransigeante ? Mais donc on ne bloque rien du tout. Hein. Je vais être très clair. Pourquoi la décision, les solutions ? Donc, au niveau des écologistes, le Tine van der Straten, qui est ministre de l'énergie, on vient de l'entendre, a déposé aussi les propositions sur la table que nous portons comme écologistes. Baisse de la TVA à 6%, gaz, électricité. Aussi tout ce qui est un paquet pour aider aussi les citoyens qui sont aujourd'hui finalement dans une crise par rapport au fait de remplir, de faire fonctionner leur voiture. On est bien d'accord, c'est une crise de pouvoir d'achat, une crise sociale énorme qui est ici face à nous. Donc il n'est pas question de bloquer quoi que ce soit. Je sais bien que certains autres partis politiques... Et pourquoi ça n'avance pas ? Alors pourquoi ça n'avance pas ? Je pense qu'effectivement tout est sur la table. Ça a encore été répété, vous l'avez dit, cette semaine. Les propositions du ministre des Finances, de la ministre de l'Énergie. Et en tout cas, nous, ce que nous demandons, c'est que les décisions soient prises au plus vite. Mais au plus vite, ça ne veut pas dire dans les semaines qui viennent, parce que c'est un peu facile, c'est un peu une porte ouverte que j'utilise sinon. C'est vraiment dans les jours qui viennent. Donc d'ici mardi, mercredi, on a un paquet considérable de soutien au pouvoir d'achat par rapport à la crise et à la flambée des prix de l'énergie devra être décidé par le gouvernement fédéral. Mais effectivement, tout est sur la table. À un moment donné, il faut arbitrer aussi. Vous l'avez dit aussi, pour l'instant, le Premier ministre est à Versailles, un sommet européen fondamental, puisqu'il va, on espère, redessiner une partie des politiques européennes. Donc ce week-end, il sera normalement une partie du week-end de retour. Et à ce moment-là, les derniers arbitrages vont se faire. Et en tout cas, au niveau de mon groupe, Ecolo Groen, on pousse pour que ce soit le plus vite. Pas question de bloquer. Et donc on s'attend à une décision lundi, mardi, peut-être mercredi. Véronique Lefranc, est-ce qu'au CDH, on demande que la région fasse aussi quelque chose pour aider les ménages à faire face aux factures ? Il y a eu, on va y revenir évidemment, une ordonnance qui a été votée fin de cette semaine. On est diffusé samedi matin, mais fin de cette semaine, une ordonnance votée. Ça va assez loin pour le CDH, ce que propose le ministre Marron ? Tout d'abord, moi j'aimerais juste réagir à la réaction de la ministre. Elle a raison.
sur un point, c'est qu'effectivement, ça doit se jouer au niveau de l'Europe. Maintenant, par ailleurs, il y a des dispositifs. Il y a des dispositifs. Oui, mais il y a des dispositifs qui sont proposés, notamment une aide de 165 €, grosso modo, du fédéral. Quand vous allez savoir que les gens vont avoir leur facture qui va parfois quadrupler, quelqu'un qui paye 100 € va se retrouver avec 400 € à payer. C'est juste intenable dans une période où nous sortons d'une crise de 2 ans, où vous avez des gens qui ont perdu leur emploi. On est dans une sorte de précarité qui nous guette et c'est normal qu'il y ait une inquiétude autour de l'explosion des prix de l'énergie. Et ben, pour le CDH, nous avons défendu un chèque de 300 € qui puisse être apporté pour venir en aide. Mais il y a aussi, ça c'est, j'ai envie de dire, ce sont des mesures ponctuelles. Il y a aussi des mesures structurelles qui sont telles les primes à l'énergie qui sont prévues dans le plan de Rénolution. Mais ça, je pense qu'il faut accélérer. Il y a bien sûr l'isolation du bâti qui va impacter. Tout ça, pour dire qu'en fait, c'est du long terme, c'est pas des réactions d'urgence. Oui, c'est des gens qui vont maintenant arriver ce mois-ci, le mois prochain, des factures qui font 4 fois le montant de la dernière. Nous défendons, mon parti défend effectivement un chèque qui permettrait, avec 300 € de pouvoir au moins aider les ménages qui ont la corde au cou aujourd'hui et qui vont se retrouver dans une situation difficile. Au Parlement bruxellois a été voté par la majorité, je rappelle, le CDH est dans l'opposition, mais a été voté par la majorité une ordonnance qui crée notamment une communauté d'énergie. On veut encourager les propriétaires à produire de l'énergie verte. Moi, je pose une question, mais est-ce que ça va vraiment aider ceux qui sont les plus précarisés? C'est-à-dire, est-ce que finalement, on pense que les gens qui ont du mal à payer leurs factures, qui sont souvent locataires, vont en plus investir dans des panneaux photovoltaïques? Est-ce que là, on ne se leurre pas un petit peu sur l'efficacité de la mesure, Gilles Van den Burg? Mais ici, donc, c'est une mesure vraiment de transition énergétique par rapport aux objectifs climatiques qui étaient prévus bien avant la crise actuelle. Donc, ce n'est pas une mesure qui répond à la crise aujourd'hui. Aux gens qui sont déjà propriétaires, qui ont déjà pu dépenser. Parce que dans le cadre, et pour nous, ça qui est fondamental, l'investissement dans ce qui est renouvelable et le fait que les gens puissent produire avec des panneaux photovoltaïques, en particulier à Bruxelles, c'est plutôt des panneaux photovoltaïques, c'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'on parle aujourd'hui d'indépendance énergétique. C'est le mot-clé. Dans les discussions au niveau aussi européen, la plus grande indépendance énergétique, c'est de pouvoir créer de l'énergie grâce au soleil, grâce au vent, grâce à la biomasse, grâce à toute une série de recyclages et d'interconnexions. Et donc ça, effectivement, ça en fait partie. Ce n'est pas évidemment une solution miracle, mais ça en fait partie. Et donc d'inciter les quartiers, les voisins, les PME, les zonings industriels à partager leur production d'énergie renouvelable grâce à des panneaux photovoltaïques qui seraient mis en commun. Peut-être sur des zonings, on pourrait même avoir certaines éoliennes qui seraient mises en commun pour produire de l'énergie renouvelable et qui seraient redistribuées vers la communauté. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée qui participe à la transition climatique. De nouveau, ce n'est pas une idée qui seule va pouvoir répondre à l'ensemble, mais c'est vraiment un pas dans la très bonne direction. Vous êtes convaincue, Véronique Lefranc Pour les communautés d'énergie, oui, mais l'ordonnance, non. Ok, j'ai l'impression qu'un des soucis à Bruxelles, m'arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est qu'on manque aussi par rapport à d'autres régions de fournisseurs d'énergie. Est-ce que, quelque part, les Bruxellois ne sont pas lésés par l'absence de concurrence? Philippe Lawson opine du bonnet Oui, parce qu'on a vu pendant la crise pas mal de fournisseurs d'électricité à Bruxelles qui sont partis. Mais est-ce qu'il y a une stratégie pour les faire revenir? Ça, c'est une question précise là-dessus. Il y a justement une ordonnance qui a été déposée, une ordonnance d'ailleurs dont les parlementaires ont dû découvrir en 3 jours et qui fait 400 pages, qui explique effectivement qu'il faut beaucoup plus de fournisseurs à Bruxelles. La seule chose, c'est que nous n'avons pas soutenu cette ordonnance pour une seule raison, c'est qu'il y a une procédure lorsque des gens n'arrivent pas à payer leurs factures. Il y a une procédure qui est très très longue, qui doit passer par un juge de paix et qui donc va de facto avoir des frais extrêmement élevés pour le citoyen. Et donc, elle n'est pas retirée dans cette ordonnance. On se retrouve encore dans des situations qui vont appauvrir les gens. Et donc, oui, pour les communautés d'énergie, je pense que c'est essentiel, ça peut être complémentaire à d'autres dispositifs, mais l'ordonnance telle qu'elle est présentée de M. Marron n'est pas du tout ambitieuse et met encore en difficulté les ménages. Rapidement, Gilles Van den Burg et puis Caroline Segesser, qui était très sage depuis ici, justement, elle a pour objectif, outre les communautés d'énergie, à aussi protéger ceux qui voient justement leur facture exploser, avec le statut de client protégé qui est mis automatiquement en place et les plafonds relevés. Donc on va protéger d'autant plus ceux et celles qui sont en difficulté, à côté d'autres dispositifs comme le tarif social élargi qui est fédéral. Mais donc il y a vraiment, et moi je salue vraiment les efforts des régions en complément de ce qui est fait au fédéral pour protéger au maximum les citoyens aujourd'hui dans la crise que l'on connaît.
justement par rapport à leur facture énergétique. Alors sur le principe d'avoir un maximum de fournisseurs, oui évidemment, parce qu'au plus on peut élargir le nombre de fournisseurs, au mieux c'est pour la concurrence et donc au niveau des prix. Et donc ici, il y a aussi une partie de l'ordonnance qui a comme justement objectif de rendre plus facile l'entrée de nouveaux fournisseurs en simplifiant certaines procédures. Donc en tout cas c'est l'objectif qui est poursuivi. On verra si ça a réussi, mais je pense que sur le principe d'avoir plus de fournisseurs, évidemment, c'est mieux pour le consommateur. Caroline Segesser qui choisit avec beaucoup d'acuité ses fournisseurs, je suis sûr. Pas particulièrement, mais je suis un peu sceptique quant à l'intérêt d'avoir plus de fournisseurs. Enfin, je veux bien, mais je crois que en matière d'énergie, il me semble qu'on a quand même vu les limites de la libéralisation du marché. Et quelqu'un comme un économiste libéral, Bruno Coleman, disait récemment, finalement, là je me suis trompé, il fallait garder plus de prérogatives à l'État, au pouvoir public, parce que ce sont des biens de première nécessité. Donc moi j'ai envie de dire, ce que je redoute un peu, et c'est un commentaire par rapport à l'ordonnance bruxelloise aussi, c'est que nous ayons des pouvoirs publics qui soient trop faibles face aux acteurs du secteur énergétique. Combien est-ce que ça va nous coûter si on décide maintenant de maintenir deux réacteurs nucléaires? Est-ce que le contribuable va devoir payer 2 fois? Il va devoir payer sa facture d'énergie, puis devoir également payer des subsides que l'on donnerait aux producteurs d'électricité. Bon, j'entends que ce n'est pas décidé, mais peut-être, c'est une possibilité. Et finalement, on sort d'une crise, la crise sanitaire, où on a senti le poids de l'État, où on s'est rendu compte que l'État, et en particulier en Belgique, le niveau fédéral, pouvait déclencher une phase fédérale et prendre par arrêté ministériel des mesures qui allaient très très loin dans la limitation des libertés des individus. Alors est-ce qu'on va pouvoir, face à cette crise énergétique, avoir un État qui retrouve justement autant d'autorité vis-à-vis non plus des individus, mais vis-à-vis des sociétés, vis-à-vis des acteurs économiques? Est-ce qu'on peut imaginer demain, parce qu'on a aussi le problème du fait que les compétences sont éclatées, en matière de logement, isolation, énergie, environnement, mais ce sont surtout les régions qui sont à la manœuvre, est-ce qu'on pourrait imaginer le déclenchement d'une phase fédérale de gestion de la crise énergétique, où l'autorité fédérale prendrait une certaine batterie de mesures. Question précise à Gilles Van Den Burg. Oui, j'aimerais réagir parce que c'est très intéressant et important ce que vous dites. Moi, je pense beaucoup que l'État doit reprendre des prérogatives importantes, y compris pour mettre des plafonds dans les prix d'énergie quand le marché délire complètement, ce qui est le cas évidemment aujourd'hui. Mais je pense que c'est par des outils législatifs et régulatoires. Je ne pense pas que c'est, par exemple, et nous ne pensons pas que c'est en mettant, par exemple, un monopole public d'un seul acteur, par exemple à Bruxelles, pour l'énergie. Donc je pense qu'on peut avoir plusieurs acteurs de l'énergie privés. Ça, je pense qu'il n'y a pas de difficulté, avec un système régulatoire qui soit fort et qui puisse permettre de mettre un plafond, comme c'est demandé au niveau européen. On l'a vu dans le reportage, c'est ce que Tine van der Straten a mis sur la table. Et aujourd'hui, même le Premier ministre, qui est libéral, Alexander De Croo, disait donc, il y a 2 jours à la Chambre, je suis pour, quand le marché délire comme il délire aujourd'hui, pour mettre un cap, pour mettre un blocage des prix à la hausse. On le soutient complètement. Aussi, on le soutient quand il y a des surprofits. Par exemple, Engie aujourd'hui fait des surprofits considérables dans la période actuelle. Il y a une voie juridique, on est en train en tout cas de l'explorer avec Tine van der Straten, pour aller demander aussi qu'une partie de ces profits soit reversée aux citoyens via l'État. Donc là, je vous rejoins totalement sur une régulation forte. Ceci dit, je pense que cela peut être conjugué avec plusieurs acteurs qui ne soient pas en sortant d'un monopole public qui, je pense, n'est pas la meilleure option aussi pour le consommateur. Alors, Gilles Van Den Burg, vous êtes lancé. On va vous laisser la parole. Vous vouliez réagir là-dessus aussi Non, je pense que justement, peut-être réagir sur 2 points. Vous avez tout à fait raison. Dans des périodes comme ça de crise, c'est des États forts et des États qui arrivent à un moment donné d'une gestion de crise où ils arrivent finalement à fédérer. Et je pense que c'est de ça que l'on attend. Et dans les années à venir, je pense que l'on demandera aussi de l'État de devenir un réel régulateur quand c'est nécessaire. Alors ici, c'est la crise énergétique, mais il y a d'autres sujets dans lesquels on peut avoir cette vision-là. Alors, Gilles Van Den Burg, j'avais dit que je vous lançais. Votre tour viendra, Véronique Lefranc, mais c'est le moment des têtes d'affiche, c'est des exercices de l'émission des experts. On vous soumet des images, vous en choisissez une. La première, c'est la prison de Forêt. La commune ne connaît toujours pas l'avenir et elle veut sur place à l'avenir du logement et du logement social. S'il vous plaît, deuxième image, c'est la résidence Miramar. Elle est à côté de la gare du Nord à Saint-Josse. Le bâtiment est délabré. Et il vient d'être classé. On a interrogé des gens dedans qui nous disent qu'ils n'ont même pas le gaz. Alors, même pas l'électricité. Gérard Depardieu, qui est inculpé, mis en examen, on dit en France, pour viol et agression sexuelle. Et puis, alors, la dernière image, ce sont ces entreprises russes, mais qui font travailler des gens chez nous, à Bruxelles, et qui sont pénalisées par les sanctions. Laquelle voulez-vous commenter, Gilles Van Den Burg ?
Moi, je vais aller sur les sanctions économiques et financières par rapport à la Russie. Qu'est-ce qu'on dit au pompier Lukoil, qui est belge, qui ne connaît pas Vladimir Poutine, qui a peut-être des amis en Ukraine et qui voit son chiffre d'affaires baisser? Moi, j'étais très sensible, et vous l'avez dit au début d'émission, justement au fait de pouvoir sanctionner, mais sanctionner le régime. Sanctionner la clique autour de Poutine, sanctionner tous ceux qui sont autour du Kremlin. Ça, c'est fondamental. Les oligarques, il y a une liste d'oligarques. Oui, mais derrière les oligarques, il y a le pompier Lukoil. Oui, mais donc il y a une liste d'oligarques qui a été mise en place par l'Union européenne. D'ailleurs, la France et l'Allemagne ont déjà commencé à saisir des yachts du patrimoine qui appartient à ces oligarques. Eh bien, je m'en félicite. On dit toujours l'Europe, ça fait beaucoup de déclarations, et dans les actes, parfois, on pêche en timidité ou on n'ose pas. Ici, la France et l'Allemagne osent. La semaine prochaine, au Parlement, Vincent Van Petegem, ministre des Finances, vient expliquer ce que la Belgique concrètement fait. Donc, de nouveau, quels oligarques ont du patrimoine en Belgique et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Je pense que c'est fondamental. Sur les sanctions économiques, évidemment, le but n'est pas de toucher, je le répète, la population russe. Il y aura des répercussions, effectivement, aussi pour les entreprises belges, indéniablement. Je pense que là, effectivement, on doit pouvoir aussi rassurer les secteurs qui seront impactés, que l'État, donc l'État fédéral, les régions, l'État belge, vont les soutenir, évidemment. Mais je pense qu'on doit être d'une fermeté exemplaire en termes de sanctions économiques et financières par rapport au régime et à la clique autour de Poutine. Alors, retenez l'exercice, Véronique Lefranc, vous aurez peut-être d'affiches dans quelques instants, vous voyez comment ça fonctionne, comme c'est notre premier aux experts. Non, vous en aurez juste pour vous, 4 pour vous, et je ne vous dis pas lesquels, c'est la surprise, mais avant ça, un sujet qui lui est très bruxellois, c'est l'extension de la prime bruxellaire. En gros, troquer sa plaque de voiture contre du cash pour pouvoir s'acheter un abonnement, un vélo électrique, que sais-je, ou s'offrir autre chose, partir en vacances en stop avec la voiture des autres. Mais il y a quand même quelques règles, petits détails de cet élargissement de système avec Camille Payot et Marjorie Félinger. Oui, c'est obligé, on doit utiliser la voiture parce qu'on doit faire des courses. Parce que j'en ai besoin et les transports en commun ne sont pas souvent à l'heure. Abandonner sa voiture, pour certains Bruxellois, ce n'est pas pour demain. Et pourtant, de nombreuses alternatives sont possibles. Vélo, transport en commun ou encore voiture partagée. Pour faciliter cette transition, Bruxelles Environnement vient de lancer sa nouvelle prime bruxellaire. La nouvelle prime bruxellaire propose véritablement une offre élargie pour les personnes qui décident de renoncer à leur voiture. Et donc c'est un budget de 500, 700 ou 900 € selon les situations et qui permet de choisir à la carte finalement la solution mobilité qui convient le mieux par rapport à ses besoins. Et une carte de choix qui s'est élargie. Avant, la prime comprenait un budget pour le vélo, des transports en commun et la voiture partagée. Maintenant, il y a plus de choix. Un abonnement vélo, un budget taxi ou encore une carte Modal Easy. Pour demander cette prime, il suffit de désimmatriculer sa voiture et de remplir le dossier en ligne. Une prime sous certaines conditions, parmi lesquelles être domicilié à Bruxelles et propriétaire d'une voiture de plus de 2 ans. Voilà, plus de 2 ans. On a eu le cas d'une Ixelloise qui nous a interpellés suite à ce reportage. Elle a une voiture, elle a toujours eu une voiture depuis qu'elle a son permis apparemment. Et puis il y a 1 an, elle a changé de voiture, donc elle a changé de plaque. Elle n'a pas eu droit à la prime. Elle était verte de rage. Alors elle n'est pas dans le sujet, mais j'ai promis que je relayerai son témoignage. On doit encore plus élargir le système, Gilles Van den Burg, Véronique Lefranc, oui. Oui, je pense que c'est une excellente décision qui a été prise. Ce n'est pas nouveau. Il faut rappeler que c'est une prime qui existe depuis plusieurs années et que là, maintenant, elle est boostée et qu'on élargit un peu plus les modalités. C'est une bonne chose parce que, bon, pour accompagner un changement de mentalité, il faut y mettre les moyens et il faut venir avec des solutions. 90 demandes, c'est très très peu finalement. Oui, 90 demandes à Bruxelles. La communication, je pense aussi que... Oui, effectivement, mais c'est complémentaire de plein d'autres choses par ailleurs. Mais effectivement, c'est nécessaire de venir et de développer, de venir avec des alternatives. Et c'est dans cet esprit-là que, bien sûr, nous soutenons cette décision. Un petit regret, c'est qu'il a fallu quand même 2 ans et demi pour prendre cette décision. Je pense que la crise Covid ne peut pas excuser tout. C'était quelque chose qu'on pouvait très bien prendre en début de législature. Gilles Van den Burg, vous avez quelque chose de complémentaire à dire? Il y a des questions des experts. Non, moi je voulais juste dire que moi-même, j'ai eu recours l'année dernière, donc donc j'ai laissé, on n'a plus de voiture, et je voulais juste faire un commentaire par rapport, je crois que c'était un monsieur qui disait, oui, moi j'ai toujours besoin de la voiture pour les courses et tout, donc je voulais faire un petit coup de pub pour les voitures partagées. Je vais pas signaler de marque évidemment, même s'il y en a quand même une qui offre plus de services à Bruxelles que les autres. Mais moi je me suis posé cette question aussi avant de rendre ma plaque. Et honnêtement, maintenant donc je suis avec les transports en commun, mais de temps en temps avec des voitures partagées, donc on comprend à l'heure, c'est minimum 1 heure, et bien franchement, il n'y a pas de problème.
C'est vraiment même, c'est très très bien organisé à Bruxelles. Enfin, moi j'habite Ixelles, il y a énormément de stations, de possibilités de le faire. Il faut conduire les enfants à gauche à droite, voilà. Donc vraiment, gros coup de cœur et gros coup de pub pour les voitures partagées, parce que moi-même j'avais des doutes, comme le monsieur qui a témoigné, et franchement, ça se passe tout seul. Donc vive la voiture partagée. Vous êtes prêts vous à truquer votre voiture? Qui vous est venu en voiture d'ailleurs? Oui, moi je suis venu en voiture, mais la question qu'on peut se poser et qu'on peut poser aux politiques, c'est qu'en fait, quand on a une politique comme ça pour pousser les gens, motiver les gens à abandonner leur voiture, c'est qu'en fait, il faut que les transports publics soient performants. Et pour l'instant, je ne crois pas qu'à Bruxelles, la STIB a une performance, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de critiques à l'égard de la régularité des transports en commun à Bruxelles. Et je me rappelle que le fait de rendre ça plate, c'était une politique aussi qui avait été menée en région wallonne. Elle n'a pas eu beaucoup de succès. Peu de succès aussi pour des systèmes comme Cash for Cars, hein, on le voit, ces primes-là, ça marche pas, quoi. Est-ce que le Belge est encore très attaché à sa voiture, Caroline Séguessière, vous avez l'impression? Oui. Probablement, mais bon, de toute façon, moi, je trouve que cette prime, c'est très bien, mais j'ai peur que ça ne reste effectivement qu'anecdotique. Quand on renonce à sa voiture, on fait de toute façon une belle économie, en immatriculation, assurance, maintenant le prix de l'essence. Donc de toute façon, l'incitant financier, quelque part, il est là. Ceci rajoute une petite couche, et c'est vrai qu'on est parfois plus attiré par quelque chose de positif qu'on reçoit plutôt que par une économie, mais effectivement, je crois qu'il faut sans doute agir sur d'autres axes. Pour les transports en public, j'ai tendance à rejoindre Philippe, tout en reconnaissant que des efforts ont été faits, qu'il y a vraiment des choses qui fonctionnent bien, mais je crois qu'il y a deux choses. Évidemment, moi j'ai un point de comparaison qui est difficile à atteindre, puisque je vois les transports en commun en Suisse qui sont d'une ponctualité, d'une propreté absolument remarquable. Ils sont très chers cependant. Donc à Bruxelles, les transports en commun sont relativement abordables, même s'ils ne le sont pas pour tout le monde. Donc je crois que oui, il y a encore des efforts à faire en matière de ponctualité et de régularité, surtout dans les quartiers un peu excentrés. Quand on dépend d'un bus, c'est un peu compliqué. Et le tarif, si je peux me permettre. Est-ce qu'on a les moyens au niveau budget bruxellois de mettre la STIB sous pression? Alors le budget de la STIB a déjà été retoqué quand elle voulait augmenter ses abonnements, ça on l'a couvert sur BX1, mais est-ce qu'on peut par exemple sur la ponctualité, alors on a deux Bruxellois qui nous disent un des problèmes c'est la ponctualité, on peut être plus exigeant vis-à-vis de la STIB? Je pense que oui, et de toute façon je pense que eux-mêmes en interne, il y a des critiques comme celle-là, ils en reçoivent, et donc effectivement ça peut être quelque chose qui peut être abordé. Mais là où je vous rejoins également, c'est effectivement les communes ne sont pas égalitaires sur les transports en commun en région bruxelloise, et on remarque que certaines, habiter Ixelles, c'est un privilège en termes de transport en commun parce que c'est assez central, mais certaines communes n'ont pas le même service, même s'il y a des évolutions qui ont été faites depuis plusieurs années, et on va dans ce sens-là, tant mieux, mais ce n'est pas, c'est pas égalitaire. Non, mais moi, de toute façon, au plus nous sommes ambitieux en termes de transport collectif, au mieux, moi je me porte comme écologiste. Donc dire à la STIB qu'il faut faire mieux, pas de problème. Dire à la SNCB qu'il faut faire mieux, pas de problème. Les abonnements ont été diminués pour les jeunes, vous savez que maintenant c'est pas pour les adultes. Non, c'est vrai. Donc on peut toujours faire mieux, mais après il y a une question de budget aussi. Oui. Mais moi je crois beaucoup. Enfin, nous croyons beaucoup à la multimodalité, parce que je vois toujours qu'on fait vous dites abandonner sa voiture. Moi, par exemple, j'ai abandonné ma voiture privée, particulière, mais j'utilise encore, de temps en temps, généralement le week-end, une voiture pour, comme je le dis, j'ai quand même des amis qui habitent en dehors de Bruxelles, donc je me déplace, conduire les enfants, de temps en temps aller faire des courses ou des déménagements, enfin voilà. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Il ne faut pas... le vélo... La marche, c'est très bon pour la santé, voilà. Et donc, je crois vraiment à ça. Et donc, moi, je n'aime pas qu'on oppose systématiquement un mode de transport par rapport à l'autre. Par contre, le modèle auquel je crois quasiment plus certainement habitant en ville, c'est le fait d'avoir sa voiture individuelle qui, en fait, reste généralement immobile 95% du temps. Toutes les études le montrent, c'est minimum 95% immobilisé dans un garage, dans un parking. Donc ça, c'est quand même conceptuellement ridicule. Et en plus, à Ixelles, il n'y a pas de parking. Par contre, mais c'est très bien parce qu'on a plus de place pour faire autre chose et pour profiter de l'espace public. Mais comme je le dis, avec, par contre, de plus en plus d'espace pour des voitures partagées à Ixelles. Je veux donner la parole à Véronique Lefranc. Je vous les avais promises. Les voici vos têtes d'affiche. Je me tourne vers la régie. On peut les envoyer. Première tête, c'en est une. C'est Sven Gatt qui nous publie un livre, L'avenir sera multilingue. Je ne sais pas si vous avez prévu de le lire. Rudy Van Lanker, le patron de chez Léon, qui a été enterré cette semaine, il s'est suicidé, il a mis fin à ses jours dans son restaurant. Une mère qui allaite, oui, parce que la ville de Bruxelles annonce qu'elle va bientôt placer un banc d'allaitement. Est-ce que c'est une bonne chose, oui ou non? Je me suis demandé si ça vous inspirait. Et puis alors, le projet de réaménagement du rond-point Schuman, beaucoup moins de voitures, plus du tout sur tout un tronçon. Les riverains ne sont pas d'accord et ils veulent aller au Conseil d'État. Quelle
tête d'affiche voulez-vous commenter, Véronique Lefranc? Pour la première fois, j'aurais bien voulu en choisir 2, mais je vais en choisir qu'un. Et je vais choisir la femme qui choisit d'allaiter. Et donc effectivement, de plus en plus, il y a un débat sur comment aménager l'espace public et pouvoir accueillir des femmes qui souhaitent allaiter. Je trouve que c'est tellement, ça fait partie de l'histoire de l'humanité qu'on en a oublié ce besoin d'avoir des espaces pour pouvoir allaiter, et ce n'est pas un réflexe qui est fait dans les aménagements. Et aujourd'hui, de plus en plus de demandes ont été formulées par des femmes, et bien sûr, tant en commission que dans différents projets qui sont faits par la société civile, je soutiens ce type d'initiative. J'ai entendu une réaction, Caroline Séguesser, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, en fait. Parce que fondamentalement, allaiter, c'est un geste parfaitement naturel. Moi, j'ai allaité 4 enfants, partout, en tout lieu. Et donc, je crains un peu que, voilà, parfois l'enfer se glisse dans les meilleures intentions du monde. Si on crée des bancs ad hoc pour allaiter, ça veut peut-être dire qu'on risque de vouloir contraindre les femmes à s'y rendre et à ne pas pouvoir allaiter à la terrasse d'un café, sur un banc, dans un parc. Ça devrait être la règle partout. Et donc, je crains qu'il y ait peut-être quelque part que ce soit une arme à double tranchant, ces bancs d'allaitement. On va avoir d'autres occasions d'échanger parce que il y a une autre tradition dans les experts. Hein, c'est ça me ravit, ça m'énerve. Et là aussi, je regarde vers la régie. Et là, vous allez pouvoir en choisir un chacun ou une. La police fédérale qui réclame 35 millions d'euros pour un projet de lutte contre la cybercriminalité. Et donc, ça leur coûte de l'argent. Ils n'ont pas les moyens de le développer. Ils réclament cet argent. La fin des tests Covid, y compris pour les non-vaccinés. Voilà, il y a des gens qui ont refusé de se faire vacciner. Ils ont l'impression aujourd'hui d'avoir gagné quelque part la bataille. Ils sont passés à travers les obligations. L'immobilier, plus 11,8% en Belgique. Et pourtant, Bruxelles reste une des capitales européennes les plus accessibles. La grève des femmes, le 8 mars, on pourrait en reparler un peu plus tard dans un instant. Mais voilà, c'était la journée, le 8 mondial de lutte pour le droit des femmes. Et certaines se sont mises en grève. On avait fait un reportage. Et puis 825 000 voyageurs à Zaventem en février. C'est pas tout à fait autant qu'une année normale, même si c'est beaucoup plus que l'année dernière. Est-ce que ça vous énerve ou vous ravit? Eh bien, Véronique Lefranc, tiens, laquelle de ces phrases vous énerve ou vous ravit? Vous en choisissez une. Moi, celle qui me ravit, c'est la grève des femmes du 8 mars. Oui, elles ont bien fait de ne pas travailler. C'est le moyen de défendre leurs droits. Oui, alors donc c'est la journée des droits des femmes. Vous étiez en grève, vous, le 8 mars? Disons que j'étais à la manifestation. Okay. Il y avait une manifestation, donc j'y ai participé. C'est une journée en général que je consacre aux droits des femmes, donc je vais rencontrer des associations. Alors, la grève des femmes, c'est des initiatives qu'on voit à travers le monde. Alors, on peut critiquer en se disant, mais pourquoi est-ce qu'elles feraient grève ce jour-là et pour d'autres? Donc, c'est essentiellement le message qui doit être passé, c'est tous les droits qui sont bafoués des femmes, les questions d'inégalité, mais aussi de violence, le fait d'arrêter de travailler, c'est de se dire, ce monde sans les femmes, qu'est-ce qu'il ferait? Alors, ça peut donc pour certains... Donc la grève est utile, c'est vraiment ça le message. Non, c'est comme une manifestation, c'est une action parmi tant d'autres, mais c'est une action pour passer un message en disant le rôle que les femmes ont joué, ne serait-ce que pendant la pandémie, on a bien vu qu'elles ont un rôle crucial, mais pour autant, on rencontre toutes les difficultés qu'elles ont, notamment en termes d'inégalité, et cette expression-là, pour moi, est totalement... Elle me ravit, si c'est le terme que je dois utiliser. Gilles Van den Burg, qu'est-ce qui vous ravit ou vous énerve, hein, vous avez... Oui, alors ce qui me ravissait, c'était la même chose que ma collègue, par rapport à la grève du 8 mars, mais je vais aller sur un autre thème, j'imagine, c'est l'esprit de l'exercice. Et donc ce qui me ravit aussi, c'est par rapport, en tout cas, que le fait que la police réclame 35 millions pour lutter contre la cybercriminalité. Ils ne sont pas ravis de devoir demander ça. Ils aiment voilà, bien, mais donc je ne sais pas si ça m'énerve ou ça me ravit, mais je trouve bien qu'ils le réclament et j'espère vraiment, et nous porterons ce message au niveau de la ministre de l'Intérieur, qu'il puisse être financé, mais ça rejoint aussi le débat qu'on a eu au tout début sur le financement de nos pouvoirs publics. Alors, il ne faut pas que l'État, il faut que l'État soit évidemment bien structuré et bien financé, mais des services de base. Et la cybercriminalité aujourd'hui, c'est une priorité absolue, que ce soit par rapport à toute une série de PME, par rapport à l'État. On a aujourd'hui une partie de l'Europe est en guerre. Le côté cyber est vraiment fondamental. Et donc je pense qu'il faut avoir une attention particulière aujourd'hui pour financer correctement nos services publics, et la police en fait partie. Allez, on va se tourner maintenant vers nos experts, nos invités experts. Et pour vous, il y a même un jingle, celui des coups de cœur. Philippe Lawson, votre coup de cœur, c'est un article de votre journal, le L-Post. On peut le voir en infographie, mais allez-y, commentez-nous. Mais en fait, ça concerne l'Ukraine. C'est un témoignage d'un belgo-ukrainien qui vit à Lviv.
la ville dont on dit qu'elle est aujourd'hui la ville la plus importante en termes de déplacés de guerre. Et donc, c'était un témoignage pour voir un peu comment ça se passe là-bas. La ville est à plus de 550 km de Kiev, la capitale. Mais il y a un calme apparent. Le calme est apparent, mais la guerre est sous toutes les lèvres. Et que les gens s'organisent et que la résistance s'organise aussi. Et la question, je lui ai posée, mais est-ce que vous ne voulez pas rentrer ? Puisqu'il a sa mère qui vit encore en Belgique. Et il me dit, mais ce qui m'a impressionné, c'est qu'il me dit, mais non, je ne vais pas rentrer. Tant que mon pays ne sera pas libéré de l'invasion russe, je ne vais pas rentrer, même si je sais que ma vie peut être menacée. Mais c'est le fait que, quelque part, l'invasion de l'Ukraine a renforcé l'unité nationale au niveau des Ukrainiens. C'est très flagrant dans cet article. Moi, je l'ai lu et je le recommande sincèrement. Et puis, Caroline Séguesser, vous avez un coup de cœur. Et ça concerne un sujet qu'on a un peu abordé il y a quelques instants, le 8 mars. Oui, c'est un regard un peu parallèle. Moi, j'ai été frappé, évidemment, ça n'est qu'une expérience personnelle et peut-être que j'ai eu de la chance cette année, je ne sais pas. Mais c'est la première année où je ne suis pas irrité par des choses que j'entends à la radio ou que je lis dans les journaux à propos de la journée de la femme. Bon, je n'ai pas été regarder les prospectus publicitaires des magasins. Peut-être que là, je me serais énervé à nouveau. Oui, ou le maquillage, ou les fleurs, ou que sais-je. Mais là, vraiment, j'ai vraiment entendu des articles, des reportages sur la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et je me suis dit que, mine de rien, tout de même, on progressait. On a parfois tendance à être trop pessimiste par rapport à certaines choses. Et là, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait du progrès. Je m'en réjouis. Allez, on termine sur cette note positive. Merci à tous les 4 d'être venus. Il y avait 2 nouvelles venues pour Caroline Séguesser et pour Véronique Lefranc, Gilles Van Den Buur et Philippe Lawson. Vous étiez déjà venus. Vous reviendrez tous les 4 à une invitation. Avec plaisir. Ça nous fera plaisir. Mais voilà, la semaine prochaine, ce sera d'autres invités, d'autres questions. Et vous retrouverez Jean-Jacques Deleu à la présentation. Très belle semaine. À bientôt.